Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons être ensemble 1 heure pour parler des savoirs du futur. Quels devraient être les savoirs que l'on va enseigner demain et surtout, comment transmettre ces savoirs pour que les nouvelles générations s'en emparent. Alors, pour parler de ce vaste sujet, j'ai à côté de moi Elisa Behram, autrice, rédactrice, scénariste et dialoguiste pour le jeu vidéo. Elle cherche dans chaque médium une opportunité de transmettre la vision d'un avenir désirable. Et ça, c'est super. D'une société humaine réconciliée, et ça, c'est encore mieux. Son second roman, Le premier jour de paix, est paru cet été aux éditions La Talente. Nous avons à côté Éric Lagadec, astrophysicien au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur UCA. Il est chargé de relations médias pour la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Spécialiste des étoiles en fin de vie, de poussière d'étoiles et d'observations infrarouges, il publie en septembre dernier L'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles aux éditions Seuil. À côté, nous avons Daniel Hennequin, physicien, chercheur au CNRS, affecté au laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules de l'Université de Lille, très actif en vulgarisation. Il est notamment l'auteur de la série vidéo Quesaco. Ses activités lui ont valu plusieurs prix, dont le prix Jean Perrin en 2013. Et il est par ailleurs président de la commission culture scientifique de la Société française de physique. Alors, si vous êtes venu et que vous avez lu le programme, normalement, il y aurait dû avoir Maïté Robert avec nous. Et malheureusement, la grippe a eu raison de Maïté. Mais nous avons Dounia Saez, qui la remplace au pied levé. Merci. Et Dounia, alors, n'est pas autrice de BD. Non, mais c'est pas mal. Nous avons une rédactrice en chef du Labo des Savoirs et la présidence du Café des Sciences. Faut aller venir en dernier pour avoir quelques applaudissements. Moi, je vous le dis, c'est... Alors, on va commencer par du dur. On va commencer en parlant un peu d'Edgar Morin, sociologue, philosophe. Il a écrit les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et dedans, il dit, je cite, « Il est remarquable que l'éducation qui vise à communiquer les connaissances ne se préoccupe nullement de faire connaître ce qu'est connaître. » Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est important de connaître le cheminement qui a permis d'aboutir à une connaissance ? Est-ce que ce cheminement est plus important même que le savoir en lui-même ? Vu que personne veut se lancer, j'y vais. Je pense que c'est pas important, c'est vital. Je pense que ce qui est important dans la diffusion des connaissances, c'est pas tant d'avoir les connaissances. Si demain je vous donne une conférence sur la mort des étoiles en astrophysique, ce que je fais, je pense que vous vous en foutez. Enfin, ce qui est important, c'est que vous compreniez le cheminement scientifique, c'est comment on crée du savoir scientifique, et c'est ça qui est important. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui en tant que chercheur ou chercheuse, c'est créer du savoir, c'est quelque chose qui est très spécifique. Mais ce qui est commun à tout le monde, c'est la création de cette connaissance. On a besoin de comprendre comment se crée de la connaissance et pouvoir faire la différence entre une connaissance et une croyance aussi. Donc, connaître ce chemin, c'est vital. C'est pas important, c'est vital. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire quand on diffuse des sciences, c'est expliquer ce qu'on sait et comment on le sait. Je te rejoins là-dessus. Et ce qui est important, c'est de se poser la question. C'est que tout le monde puisse avoir la possibilité juste de se dire, il y a peut-être une réponse à ma question, mais comment est-ce que je trouve cette réponse ? Qu'est-ce qui est accessible pour que je puisse avoir cette réponse ? Est-ce que ça va être à l'école, par des livres, sur Internet ? C'est au moins avoir cette étincelle de la curiosité, de se demander où est-ce que je vais pouvoir trouver la réponse à une question que je me pose et que peut-être d'autres se sont posées avant moi et la réponse existe quelque part. Alors je pense qu'il y a deux aspects dans le cheminement qui permet d'arriver à la connaissance. Il y a la démarche scientifique, donc ça c'est évidemment très très important.
c'est même le plus important en fait, la démarche qui permet d'arriver à un résultat. Mais il y a aussi la démarche historique qu'on néglige beaucoup aujourd'hui, me semble-t-il, dans l'enseignement. Pourquoi est-ce comment les géants sur les épaules desquels on s'appuie sont arrivés à la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et souvent, les réflexions qu'ils ont pu avoir sont toujours d'actualité en fait, sont toujours pertinentes aujourd'hui et elles permettraient, je pense, si on remettait un peu plus d'histoire des sciences finalement dans l'enseignement, c'est quelque chose qui est assez frappant. En sciences, on lit jamais les grands scientifiques. Si vous avez fait une filière sciences, on vous a jamais demandé de lire Newton dans le texte. Ça c'est clair. Si, d'accord, ok, mais c'est pas courant quand même. C'est pas le standard en tout cas. Et je pense que c'est important, c'est intéressant en tout cas de le faire parce qu'il y a toute une démarche qui permet de comprendre encore aujourd'hui pourquoi on a pris les chemins qu'on a pris pour arriver à la connaissance qu'on a aujourd'hui en fait. Dans le cheminement vers la connaissance, je trouve qu'il y a une notion qui est intéressante. C'est Edgar Morin appelle ça la cécité de la connaissance. C'est l'humilité aussi dans la recherche. Cette phrase-là, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette idée que quand on cherche, chacun amène une petite pierre, on construit un consensus, mais c'est important, je pense, dans une société où aujourd'hui, la connaissance, notamment la science et la technologie, peuvent être instrumentalisées à des visées idéologiques, politiques, pour asséner des certitudes. Je pense notamment au solutionnisme technologique vis-à-vis des dérèglements climatiques. Donc, dans le cheminement du savant, il y a cette notion d'avancer petit à petit et surtout de ne pas avoir de certitude, surtout face à l'avenir. Voilà, parce que on peut chercher, mais on ne peut pas connaître l'avenir. Donc, voilà, vis-à-vis de ce sujet, je trouve intéressant. Après, sur la question du cheminement, d'un point de vue plus personnel, pour moi, c'est fondamental parce que pour moi, le savoir, c'est pas une fin, puisque j'écris de la fiction. Je lis beaucoup, je me documente, je lis des essais, des articles. Et c'est ce cheminement individuel à l'échelle d'une vie, en tant qu'autrice, c'est ça qui infuse dans la fiction et pas la connaissance en tant que telle, quoi. Voilà. Et effectivement, et pour rebondir sur pourquoi on n'étudie pas ces scientifiques, les écrits qu'ils ont faits, et je me demande s'il n'y a pas aussi cette peur de se dire que il y a eu des découvertes, des choses incroyables, mais il y a aussi eu des erreurs. Et peut-être la peur de montrer qu'il y a des erreurs sur le chemin de la connaissance, qu'on ne peut pas forcément s'y fier, parce que des fois, pendant très longtemps, on croit à une règle, à un théorème, et on découvre qu'il n'est pas si vrai, ou il a des exceptions. Est-ce que c'est peut-être cette peur-là qui fait qu'on n'étudie pas autant ces histoires des sciences ? Les erreurs, elles font partie du cheminement et elles sont indispensables en fait. Si on prend, je sais pas moi, l'histoire de la nature de la lumière par exemple, qui est un très bon exemple. Newton pensait que c'était des particules. Un peu plus tard, Young et Fresnel ont montré que c'était des ondes. Un peu plus tard, Einstein a montré que c'était aussi des particules. Et à chaque fois, il y a, justement, la démarche scientifique. Pourquoi est-ce que Einstein montre que c'est aussi une particule ? Parce que ce qui a été fait avant montre indéniablement que c'est une onde. La démarche, on voit des interférences. Si on voit des interférences, forcément, c'est ondulatoire. Donc Einstein, quand il explique l'effet photoélectrique et qu'il ne peut pas faire autrement que d'introduire ce qu'il appelle le quantum d'énergie, ce qu'on appelle aujourd'hui le photon, il est obligé de dire c'est aussi ça, puisqu'il ne peut pas renier, il ne peut pas démontrer que ce qui a été fait avant était faux, puisque ça s'appuyait effectivement sur une démarche scientifique parfaite, quoi. Donc c'est pas, il y a des erreurs qui peuvent sembler être des erreurs et qui n'en sont pas forcément, et puis il y a des erreurs qui apprennent aussi énormément sur comment je vais dire ça, je pense à l'histoire des rayons N. Sur la façon, en gros sur les faiblesses de
de l'homme, enfin de l'humanité, y compris des chercheurs et chercheuses qui peuvent s'auto-induire en erreur finalement parce qu'ils ne respectent pas à la lettre la démarche scientifique. Donc même ces erreurs-là apprennent beaucoup en fait. J'ai une question. Est-ce que c'est déjà arrivé finalement dans l'histoire que, influencés par ce qu'on voudrait dire, des chercheurs ont cherché dans cette direction et en confirmant, on se dit on veut démontrer ça, on va trouver tout ce qui pourrait marcher et confirmer notre hypothèse, alors qu'en fait pas du tout. En fait, ça arrive de plus en plus. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs pour moi de la recherche actuellement. C'est qu'on ne parle plus de la recherche sur le long terme, mais de la recherche sur projet. Donc on demande aux gens, à la limite, pour financer, pour pouvoir faire leur recherche, il faut qu'ils disent avant ce qu'ils vont trouver. Donc forcément, on est biaisé, on oublie des directions. Et je pense que c'est hyper important de se rappeler que la science fondamentale, c'est quelque chose qui marche sur le long terme et qu'on a vraiment besoin de temps et de ne pas juste réfléchir sur des... En fait, aujourd'hui, on est arrivé à une science qui marche sur un petit peu, il y a des modes. Donc il y a des choses qui vont être hyper importantes, on va se mettre là-dessus. Et pour moi, c'est hyper dangereux. Et puis pour revenir à ce qu'il y avait tout à l'heure aussi, au niveau de la transmission du savoir, je pense qu'il y a trop de personnes qui voient les sciences comme quelque chose de presque dogmatique. En fait, on ouvre un livre, on dit c'est comme ça, l'univers est comme ça, la physique est comme ça. Et la science, c'est quelque chose qui avance. Si je vous présente la physique aujourd'hui, on n'est pas en train de vous dire comment la nature fonctionne, on est en train de vous dire comment l'être humain, par son intelligence collective, arrive aujourd'hui à expliquer la nature. Mais demain, ça pourrait changer. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est Newton qui explique qu'une pomme tombe, pourquoi la lune ne tombe pas, et bien il y a la gravitation, mais après on se rend compte, monsieur a le t-shirt approprié à côté, en plus que finalement la gravitation c'est une déformation de l'espace et du temps. Pour ceux qui ne voient pas le t-shirt, il y a un trou noir avec l'espace-temps qui est déformé, mais ça ne veut pas dire que Newton avait tort, ça veut dire que Newton, ce qu'il expliquait, ça marchait que dans un certain domaine. Si on va à une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière, si on a des grandes masses, ça ne marche plus. Donc il faut toujours garder ça en tête, que les connaissances actuelles, on n'explique pas la nature, on montre comment l'être humain comprend la nature. Et ce côté dogmatique, je le vois souvent quand je fais de la vulgarisation. Les gens, ils ont appris les sciences, pour eux, c'était il y a ces équations, et c'est comme ci, c'est comme ça. Et apprendre comment on a appris ça, quelles sont les limites. Enfin, c'est ce que disait Edgar Morin aussi, c'est le savoir. Si on veut vraiment bien comprendre le savoir, il faut connaître les limites. Et c'est pour ça que dans la transmission, il faut qu'on en parle. Non, mais totalement, la compréhension, c'est un des 7 items d'Edgar Morin et pour lui, c'est vraiment important de cette compréhension parce que ça va permettre d'ouvrir son esprit, d'aller plus loin, de pouvoir réfuter, de ne pas avoir peur de l'erreur. En fin de compte, c'est quelque chose qu'il dit aussi dans son essai. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans son essai, donc sur ces 7 savoirs, je trouvais qu'il y en avait 3 qu'on pouvait regrouper sous un même nom. Alors, moi, je nommerais comme ça gentiment l'enseignement de l'humanité. Et donc, le nom de ces savoirs, c'est l'enseignement de la condition humaine, l'identité terrienne. Alors ça, c'est très intéressant. Edgar Morin aimerait qu'on se considère tous ayant une même identité, l'identité terrienne. Ça permettrait de se sentir un point commun entre tous les humains. Et je trouve ça très intéressant. Et aussi un savoir qui est juste le savoir de la compréhension. Il dit que la compréhension mutuelle entre humains, aussi proche qu'étrangers, est désormais vitale et constituerait une des bases les plus sûres de l'éducation pour la paix. Alors, je me demande, à votre avis, quel savoir humain devrait être enseigné aujourd'hui et aussi à partir de quel âge ? Il y a une discipline qui est très importante dans mon roman Le premier jour de paix, c'est l'irénologie. C'est la science de la paix. On connaît davantage la polémologie, qui est l'étude de la guerre et des conflits armés. Donc l'irénologie, c'est son pendant, qui étudie le désarmement, la reconstruction des sociétés et l'étude des violences, pas seulement armées. Il y a une idée qui est intéressante développée dans l'irénologie, c'est que la violence peut être comparée à une maladie dont la violence physique n'est qu'un symptôme en fait. On peut prendre un Doliprane, ça va calmer la douleur, donc on peut faire un cessez-le-feu par exemple, mais ça ne va pas soigner. Et donc l'irénologie, c'est essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette violence physique, tirer les fils et voir un petit peu les violences culturelles, institutionnelles qui sont derrière, dans le but évidemment de traiter, donc de résoudre les conflits de manière pacifique. Donc l'irénologie, c'est pluridisciplinaire, hein, c'est de la sociologie, l'économie, la diplomatie, du droit.
Et il y a beaucoup de centres pour la paix dans le monde, quand même assez peu de cursus universitaires, notamment en France. C'est très peu, c'est un sujet qui est très peu étudié. Donc ce serait intéressant pour l'avenir. Et même à des niveaux scolaires plus bas, à l'école, au collège, au lycée. Pourquoi est-ce qu'en même temps on enseigne les guerres, on n'enseigne pas également les résolutions au-delà de se dire qu'il y a eu une signature de paix? Qu'est-ce qui rentre en fait dans un processus de paix? Et tout simplement aussi enseigner la résolution des conflits elle-même à toutes les échelles en fait. Voilà. Ce qui me semblerait nécessaire aussi, au-delà de peut-être avoir une nouvelle discipline ou de nouvelles sciences, c'est de pouvoir les rendre accessibles à plus de monde, tout simplement, parce qu'on n'a même pas besoin d'aller très très loin. On voit qu'en France, il y a une inégalité d'accessibilité des savoirs, que ce soit à l'école, que ce soit à cause des milieux sociaux, de beaucoup trop de facteurs, des facteurs économiques, des choix politiques également. Et avant de peut-être d'avoir de nouvelles idées et de vouloir d'avoir des nouvelles disciplines, si on arrive à s'assurer à ce qu'un maximum de personnes, et au-delà même des enfants, même des adultes, des personnes âgées, tout le monde puisse avoir une possibilité d'accéder à plein de savoirs, à des personnes qui peuvent le transmettre, c'est peut-être optimiste, c'est peut-être un peu utopique, mais peut-être que ça pourrait changer pas mal de choses, de la façon dont on regarde le monde, dans la façon dont on regarde les autres aussi, et ça peut faire peut-être avancer des choses. On peut peut-être juste rappeler un chiffre. Dans tous les classements en ce qui concerne les savoirs des sciences de nos enfants, la France se retrouve avant-dernière de l'OCDE, en avant-dernière position dans l'OCDE. C'est terrible. Donc oui, il y a beaucoup à faire dans le domaine. Moi, il y a un point important que je souhaite aborder aussi, c'est au niveau de... Tu demandais à quel âge on peut faire des choses. Pour moi, il y a un truc hyper important, c'est de rappeler dès le plus jeune âge que les sciences, c'est pour tout le monde. C'est la science, aujourd'hui, on essaie de répondre à des questions hyper complexes. Il y a aussi le souci que c'est hyper complexe et du coup, les chercheurs, on est devenus tellement spécialisés qu'on est passé, il y a un siècle, on était des savants, maintenant on est des chercheurs. Donc on devient spécialiste de quelque chose vraiment très précis sans connaître ce qu'il y a autour. Donc c'est important de réussir à avoir une vision globale, donc transmettre cette vision globale. Et comme on essaie de se poser des questions hyper complexes, je pense que ça serait vraiment dommage de se priver de la moitié de la population. Donc c'est important, dès le plus jeune âge, de rappeler que la science, c'est aussi fait pour les femmes. Et je pense qu'on ne le fait pas assez, parce qu'il y a trop souvent, à l'école, on va entendre les maths, c'est plus pour les hommes, c'est plus pour les femmes. Non, les sciences, toutes les sciences, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. J'aime bien dire, en fait, quand on fait de la science, on utilise rarement ses organes génitaux. Et si on le fait, on ne devrait pas. Franchement, il y en a qui le font et c'est réprimé par la loi, donc je pense que c'est fait pour tout le monde. Oui, je sais pas quelle partie ils applaudissent, mais... Non, il faut pas savoir, il faut pas leur demander. Hein. Moi, je voulais juste te dire l'absence de culture scientifique des chercheurs. C'est de ça que tu parlais quand tu disais les chercheurs, ils ont des œillères maintenant sur. C'est pas une fatalité. Il y a aucune raison en fait pour qu'on en soit là aujourd'hui, si ce n'est qu'il y a eu quelque part peut-être une démission. Je sais pas. En tout cas, moi, quand je suis arrivé dans les labos, il y avait encore des séminaires généraux. Il y avait encore un semblant de culture générale. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a bien disparu, quoi. Voilà. Si je peux juste rebondir là-dessus, il y a un autre truc pour moi qui est hyper important aussi. Là, je parle en tant que scientifique, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, la culture scientifique est sortie de la culture. Pour moi, la culture scientifique, ça fait partie de la culture. Je parle souvent dans les médias, je vais aller dans les médias spécialisés, il n'y a aucun souci, mais dès que je suis dans des médias généralistes, il y a des gens qui vont me dire avec un grand sourire, je ne vais pas citer de nom, sinon Yann Barthès le prendrait mal. Ah merde. Mais en fait, ils vont me dire avec un grand sourire, j'y comprends rien à l'astrophysique, alors que le mec, le lendemain, il va me parler du conflit israélo-palestinien sans forcément comprendre plus. Et il y a ce truc, c'est accepté en France de dire avec un grand sourire niais, je comprends rien à la science, alors que la science, en fait, c'est la vie de tous les jours. Quelque part, la science fait peur à des gens. Il y a des gens qui disent j'aime pas la science. Comment ça, c'est pas possible de pas aimer la science? La science, c'est la vie. Enfin, si tu n'aimes pas la science, c'est que tu veux pas comprendre le monde dans lequel tu vis. Donc je pense que c'est important de ramener la culture scientifique dans la culture. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, tant qu'on n'aura pas fait ça, ça ne marchera pas, parce qu'on est dans une société face à des défis scientifiques majeurs. Et
je vais dire du mal peut-être de politique, mais non, je ne vais pas citer de nom cette fois-ci. même pas sans faire exprès. Non, mais malheureusement, la classe politique, dans leur formation, il n'y a pas assez de sciences. Et quand on voit la façon dont les politiques traitent des problèmes scientifiques, c'est qu'ils ne comprennent pas comment se construit le savoir scientifique. Donc on a besoin de ça, en fait. Tant qu'on n'aura pas la culture scientifique comme un truc essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit, on aura un souci. Donc on doit réussir par un moyen ou un autre. Donc la vulgarisation, c'est quelque chose dont Dunia a parlé, c'est hyper important. Et souvent, les gens disent les sciences, je ne comprends pas parce que je suis nul en maths. Je pense qu'on peut être mauvais en maths et comprendre les sciences. On peut avoir une culture scientifique. L'école ne doit pas servir à former que des scientifiques, des chercheurs et des chercheuses, mais servir à donner une connaissance et une façon de comprendre comment marchent les sciences. Et ça, c'est important, c'est de la culture scientifique. Et ça peut s'obtenir grâce à la vulgarisation. En suivant de la vulgarisation, en regardant YouTube, on ne deviendra peut-être pas physicien, chimiste ou biologiste, mais on aura la culture qui permet de mieux comprendre comment se fait le savoir. J'ai envie de dire qu'on peut être mauvais en maths et aimer les sciences quand même. Ah bah oui. On peut être totalement fasciné par des concepts de maths, par le nombre d'or, par des structures mathématiques qui peuvent être exceptionnelles et très impressionnantes. On peut en voir à la Maison des mathématiques et à l'Institut Poincaré, le musée des maths qui vient d'ouvrir. On peut ne rien comprendre du tout aux maths, avoir une allergie à cause de plein de facteurs, de profs, d'un milieu social pendant ses études, et trouver les mathématiques fascinantes parce qu'elles décrivent le monde, parce qu'elles peuvent être belles. Et c'est pareil dans toutes les sciences. En fait, il ne faut pas se dire j'ai été mauvais à l'école, j'ai jamais rien compris, et s'interdire, se mettre une barrière ou s'auto-censurer pour aller voir des vidéos sur YouTube, lire des livres ou juste apprécier de belles images. Ça, c'est déjà un pas vers de la culture tout court, comme on irait dans un musée, parce que honnêtement, soyons honnêtes, on ne comprend pas tout ce qu'il y a et toute la beauté de certains tableaux ou de certaines sculptures, mais on aime les voir. On voit qu'il y a quelque chose de beau derrière ça. C'est pareil pour les sciences. Il peut y avoir quelque chose de beau sans avoir besoin de les comprendre. C'est marrant parce que ça me fait penser à mon expérience personnelle. Moi, je suis de cette catégorie qui dit je suis nulle en sciences. Mais je me suis rendu compte avec l'expérience qu'en fait j'aimais bien la physique parce que par exemple je fais du parapente et je comprends pas grand chose. Je commence justement à m'intéresser à la portance, à plein de sujets comme ça, tout simplement parce que je veux voler plus longtemps et je veux comprendre ce qui se passe dans le ciel autour de moi. Et en fait la science elle est là aussi dans ce qu'on ressent et pas seulement dans ce qu'on étudie. Et ça peut être aussi une entrée dans la science de se dire mais il y a quelque chose qui me plaît, j'ai envie de savoir comment ça marche. Parce que sans portance, ça devient de la chute libre, il y a pas mal de sensations, mais c'est peut-être un poil plus dangereux. Puis là, on revient sur un même thème là, de tout ce que vous dites, et puis le thème des utopiales, qui est la transmission. Je pense que la transmission du savoir, des savoirs, est essentielle. C'est aussi la façon, comment on transmet, parce qu'on peut transmettre un savoir d'une façon très brutale, c'est comme ça, et pas autrement, sans compréhension, et des fois ça peut être un choc, et on n'aime pas ce choc, et on peut avoir des mauvais souvenirs de ce choc, et qu'on peut aussi avoir à l'école. Et il y a d'autres façons de transmettre qui permettent au contraire de donner de la curiosité, d'avoir envie d'en savoir plus. Ok, on n'a pas les bases, mais on est trop motivé pour les savoir parce que ça va nous apporter quelque chose. Ces façons de transmettre peuvent être avec de l'humour, avec des expériences. On peut se transmettre en dédramatisant les sciences. À votre avis, quels sont les moyens de transmission de demain ? Pour moi, il y a une chose clé en fait. Pour la transmission, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'émotion. En fait, pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait un intérêt des gens qui écoutent. Il faut qu'il y ait un échange. Si aujourd'hui, si je prends le micro, que je parle pendant 20 minutes, que je vous mets que des équations et que je vous dis c'est comme ça, vous allez tous partir. Alors que si j'interagis, je vois il y a même des gens qui rigolent au premier rang. Et je pense que c'est vraiment important. Et il y a plein de moyens de transmettre des émotions. Enfin, je vais prendre un exemple. Hier, par exemple, j'ai fait un spectacle avec un humoriste où on essayait de transmettre comme ça. Et je pense que c'est une façon intéressante. J'ai parlé ce midi avec des gens qui transmettent avec de la musique. Tout ce qui permet de donner des émotions, c'est ce qui donne envie d'apprendre. On est des mammifères et les mammifères, ils apprennent pas à l'école. En fait, des mammifères, ils apprennent en s'amusant. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'avoir ces émotions, d'avoir envie. Et j'ai envie de dire, on apprend mieux quand on se rend pas compte qu'on apprend. Totalement. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, donc trouver un moyen. Après, il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde, mais chacun a des sensibilités différentes, donc trouver les différentes sensibilités, donc il faut différentes offres.
Et là, je trouve que ce qu'il y a aujourd'hui aux Utopiales, c'est vraiment super intéressant de voir les différentes façons que les gens utilisent pour transmettre les savoirs grâce à l'émotion. Donc je le répète, l'émotion, pour moi, c'est le point clé. Oui, alors je suis complètement d'accord, évidemment, mais l'émotion peut aussi te transmettre simplement. Il y a de l'émotion dans les sciences isolées, indépendamment du reste. Je vais citer Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012, qui raconte que quand il était en troisième, donc en 1957, c'est un peu vieux, mais 1957, c'est aussi la mise en orbite du premier satellite autour de la Terre par les soviétiques en l'occurrence, et il raconte qu'avec, alors c'est un autre temps, avec le bagage mathématique qu'il avait en troisième, il avait été capable de retrouver la vitesse du satellite et la durée de l'orbite. Je crois que le satellite faisait le tour de la Terre en 2 heures ou 3 heures. Il avait réussi à retrouver tout ça et ça lui avait donné un sentiment incroyable de comprendre finalement, de comprendre le monde tout simplement. Voilà, il se passait quelque chose d'extraordinaire et simplement avec des équations qui finalement sont assez simples, puisqu'on les voyait en troisième à l'époque, il avait été capable de comprendre ce qui se passait. Ça, c'est aussi de l'émotion, et il n'y a que de la science là-dedans. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord aussi avec le fait qu'on peut rajouter de l'émotion à tout ça, bien sûr. Et un autre exemple aussi d'utilisation d'un médium pour favoriser la curiosité, transmettre des savoirs. Et en plus, on est aux Utopiales, ça tombe bien, mais vraiment la science-fiction, les ouvrages. Moi, mes premiers contacts avec la science, ça a été Stargate, ça a été Christian Grenier. Et je ne comprenais pas forcément la science qu'il pouvait y avoir derrière. Mais les images étaient belles. J'entendais des mots genre trou noir. Qu'est-ce que c'est un trou noir? Et on va regarder et on va voir qu'est-ce qui se passe. Oui, voilà, là, il y en a un maintenant. Et avoir cette curiosité dans la culture, de toujours être curieux, curieuse, de lire des ouvrages de science-fiction, on va être, sans qu'on le sache, sans qu'on soit même préparé, en contact de la science, avec des voyages temporels, avec des énormes vaisseaux, avec des problématiques écologiques, des problématiques sociales aussi qui font partie de la science. Et juste lisez de la science-fiction, et sans que vous le sachiez, oui, vous êtes déjà en contact de la science, et c'est une façon de transmettre dans la culture populaire, dans la culture quotidienne, des savoirs qui viennent des recherches et qui viennent des sciences finalement. Dans la question de la transmission, il me semble que le meilleur moyen de transmission, en tout cas, c'est l'humain. C'est une entité qui est capable d'expliquer différemment, de comprendre surtout si la personne en face a compris, ou l'auditoire, ou s'il faut peut-être faire mieux comprendre, qui est capable de répondre aux questions, les questions qui sont posées, mais aussi les questions qui sont implicites. Et en ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de transmission. Et pour revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt sur la paix, le premier pas vers la paix, c'est la rencontre de l'autre. Donc c'est discuter, c'est aussi écouter des discours avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, parce que c'est ce qui nous permet de complexifier notre rapport au monde en fait, cette recherche-là d'altérité. Et du coup, quand si on cherche seulement à valider ce qu'on sait déjà, on va pas apprendre, quoi. Si on va toujours, on parlait il y a quelques temps, maintenant on n'en parle plus du tout, mais ça existe toujours, de ces bulles de contenu sur les réseaux sociaux, le fait que à force de regarder un certain contenu et on ne nous montre plus que ces contenus-là, ça me paraît assez dangereux. Et donc tant qu'il y a des humains pour nous dire ah non, je suis pas d'accord avec toi, c'est une opportunité d'apprendre. Voilà. Mais c'est toujours dans la contradiction, dans les échanges qu'on va creuser plus et aussi qu'on va apprendre. Après, les réseaux sociaux, effectivement, c'est compliqué avec toujours les mêmes choses qui peuvent réapparaître. Mais en même temps, ça peut aussi donner l'accès aux sciences parce qu'on n'a pas tous les mêmes accès aux sciences. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les musées. Il n'y a pas que l'école. Et quelle place pourront peut-être avoir les réseaux sociaux dans l'éducation de demain? Ça va dépendre des prochaines lubies des multimillionnaires à tendance dictatorienne, mais ça a cet avantage qu'on peut trouver le pire comme le meilleur sur les réseaux sociaux, et comme le disait Elisa aussi, on trouve des humains,
et on peut trouver des humains extraordinaires qui permettent de faire des rencontres. Il y a des projets extraordinaires qui se sont montés juste parce qu'il y a des humains qui se sont connectés sur Internet, qui se sont rencontrés et qui ont écrit des livres et qui ont tourné des films et qui ont fait beaucoup de choses autour des sciences. Donc les réseaux sociaux, il faut savoir, qui plus est en ce moment, les manipuler pour ne pas se faire manipuler. Mais il faut aussi... ça peut être des opportunités, mais c'est toujours très délicat parce que il faut avoir un apprentissage à l'usage des réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi tout Internet qui permet de rencontrer des gens et de s'ouvrir des portes qui sont peut-être fermées à nouveau parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'aller dans un musée, par exemple. Si on est dans des milieux qui ne permettent pas d'aller au musée, les musées sont très difficiles d'accès parce qu'ils sont loin, parce que le prix, parce que le temps, les transports. Donc, ne serait-ce que d'avoir un petit bout de musée sur Internet, c'est déjà pas mal. Et il faudrait pouvoir continuer à démocratiser la culture de façon générale parce que Internet permet aussi de la rendre accessible à plein de gens. Et pareil, quand je vois les images que Eric peut mettre sur Internet, c'est des choses il y a 15-20 ans, on n'y avait pas accès. Et maintenant, il suffit d'ouvrir Twitter, de scroller X, de scroller un petit peu et de tomber sur des magnifiques images d'astrophysique qui n'étaient pas accessibles il n'y a encore pas si longtemps que ça dans notre carrière d'humain. On me regarde, donc je pense qu'il... Je ne sais pas si tu voulais rebondir. Non, mais en fait, oui, il y a pas mal de choses. Déjà, au niveau... Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a énormément de contenu de qualité. J'ai croisé plein de gens ici qui font des contenus de qualité, que ce soit à la radio, sur Internet. Mais il faut réussir à donner accès à un contenu de qualité à des gens qui n'iraient pas. Parce que là, je pense que si je demande ici qui est intéressé par la science ou la science-fiction, levez la main. Voilà. Et qui ça fait beaucoup, hein. Qui s'en fout complètement et qui n'a pas levé la main. Voilà. Donc déjà, pour transmettre, il faut faire participer des gens, comme ça je vous ai un peu réveillé. Mais il y a forcément ces biais-là qui font que le contenu de qualité, c'est des gens qui sont déjà intéressés qui vont aller le voir. Donc pour moi, mon but en tant que vulgarisateur, j'aime pas trop ce mot, mais c'est d'aller là où la science ne va pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu un portrait dans 20 minutes, il y avait écrit « Allez là où la science ne va pas » et 10 minutes après, il y avait Pascal Pro qui me servait sur Twitter, qui me suivait. Je lui dis « Tiens, je pensais pas que ça irait aussi vite. » Mais Pascal Pro, désolé si vous l'aimez, je sais qu'il est de Nantes. Mais pour être plus sérieux, en fait, c'est que les réseaux sociaux, ça permet justement d'amener la science à des gens qui n'iraient pas forcément vers ça. Moi, j'ai commencé ça s'appelait encore Twitter, donc je peux parler de Twitter, il y a 2 ans, à partager des images, notamment du James Webb. Moi, j'ai grandi avec le télescope Hubble, j'ai vu ces images de la pouponnière d'étoiles, je vois les gens qui secouent la tête, je pense qu'on est de la même génération. Les piliers de la création, c'était la première fois qu'on voyait l'univers en couleur, c'était extraordinaire. Et je pense que ça a créé des vocations. C'était en 1995, le 1er avril, je ne connais pas la date de toutes les images du James Webb, de Hubble, mais ça, je me rappelle très bien. Et je pense que ce jour-là, le jour où cette image est sortie, ça a créé des vocations. Le James Webb a publié ses premières images il y a 1 an, ces images sont belles. Je pense qu'elles sont belles esthétiquement, mais on peut, avec Twitter, montrer cette image, dire ça va attirer l'œil des gens. Tiens, il y a un beau truc qui se balade sur Internet. Regardez, avec cette belle image, je vais vous raconter ce qu'elle nous apprend sur notre univers, sur notre place dans l'univers. Et j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des millions de personnes qui me regardaient tous les mois, et je reçois des messages de gens qui me disent comme toi, je pensais que j'aimais pas les sciences. Je te regarde toi, parce que tu as dit ça tout à l'heure. Mais je pensais que j'aimais pas les sciences, que ça m'intéressait pas. Et là, j'ai acheté un télescope pour mon fils, pour ma fille. Et je trouve que c'est vraiment important de faire ça, de réussir. Et pour moi, c'est vraiment le but de ce que je fais en vulgarisation, c'est aller là où la science ne va pas. Et c'est une question pas simple, parce qu'on sait où elle va. Et donc là, aujourd'hui, je prêche devant des convaincus. Mais il faut trouver les niches et trouver non seulement les endroits, mais les façons, parce qu'on ne parle pas de la même façon suivant les endroits où on va, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas la même culture, la culture populaire qui va être un peu différente. Donc il faut trouver des moyens de parler. Et je pense que pour parler aussi, pour que ça passe avec les gens, il faut qu'on parle de la même façon que les gens qui écoutent. Donc il faut réussir à trouver. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde, on a besoin de diversité, encore une fois. Je pense que je vais le dire souvent. Cette diversité, elle est importante parce qu'il y a une diversité de public, on a besoin de diversité de gens qui présentent pour que tout le monde se sente représenté, tout le monde s'approprie les choses. Là, ce que tu viens de dire, c'est de rendre accessible. Et c'est, je pense,
la chose la plus importante, alors que ce soit les sciences, mais d'autres matières aussi, d'autres savoirs, c'est d'arriver à les rendre accessibles à tous. Et on n'a pas tous les mêmes canaux, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas avoir demain, dans un futur plus ou moins proche, des cours pour savoir à l'école comment accéder à telles informations, telles sciences, quels sont les bons moyens d'aller vers tels réseaux sociaux ou vers telles informations. Parce qu'aujourd'hui, encore, moi j'ai des amis qui ont des adolescents qui sont au lycée, ils pensent que Wikipédia est la réponse à tout. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'il peut y avoir des choses très justes et très, très bien, mais ce n'est pas la réponse à tout. Et c'est dommage d'en arriver là, dans un cursus, de ne pas savoir comment chercher, quels sont les lieux aussi, les gratuités de musées scientifiques qui peuvent même faire des fois des expositions sur Internet qui sont encore plus facilement d'accès. Tout ça, on n'a pas forcément ces notions. Et est-ce que ça devrait rentrer dans un cursus Comment Vaste question. Ça pourrait, si on laissait plus de moyens aux profs, d'emmener les primaires, les collèges, les lycées dans des musées, que ça fasse partie intégrante, un cours de culture, quoi. Comme on emmène, qu'on a pu être emmené pour les plus chanceux et les plus chanceuses au musée. Moi, j'ai été amenée à la Cité des Sciences, j'ai eu cette chance-là. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de place à ça, parce que les programmes changent, parce que les professeurs sont surchargés, sont malmenés. Donc c'est très difficile d'avoir ces choses un petit peu extra-cursus pour que les enfants puissent avoir une autre ouverture sur le monde. Et même plus tard à l'université, si on a réussi à passer Parcoursup, d'avoir un accès dès la licence à tout ça, parce qu'on est pris souvent par la précarité, on doit travailler à côté de ses études. Et pour ceux et celles qui ont la chance peut-être d'aller en master, il commence à y avoir de plus en plus des cours d'éthique scientifique aussi, pour savoir quelles sources aller chercher, comment citer ces sources, comment aller chercher l'information scientifique. Et il y a l'éducation aux médias, à l'information également, qui est faite par pas mal d'associations, pas mal de musées également. Donc c'est un ensemble, mais c'est un ensemble qui aussi dépend des politiques publiques et des décisions. Donc si tout en haut on a décidé que ce ne serait pas important, à aucun moment ça peut vraiment ruisseler sur nous. Et ça arrive tard. Je pense que l'éthique, c'est quelque chose qui devrait être enseigné beaucoup plus tôt, mais ça arrive tard. J'ai envie de rebondir parce que tu dis que c'est important de donner les moyens aux enseignants d'amener les gens vers la science. Moi, j'irais encore plus loin que ça, parce que je pense que c'est important de donner le moyen aux enseignants de travailler. Je pense qu'il y a vraiment un souci. Là, on parle souvent du coût de l'éducation. L'éducation, elle a un coût, mais ça n'a pas de prix, en fait. Et tout à l'heure, je discutais avec Nicolas Martin, que vous connaissez sûrement, qui a écrit un super livre sur la création du savoir. Il a interviewé 17 personnes, des prix Nobel, des médailles d'or de physique, de différentes disciplines. Et le point commun qu'il y a entre toutes ces personnes brillantes qui ont fait avancer la science, c'est des rencontres avec des enseignants. Je pense que tous les gens qui sont scientifiques dans la salle, vous êtes scientifique parce que vous avez rencontré quelqu'un qui un jour vous a donné cette passion. Et il faut qu'on donne les moyens aux profs de pouvoir le faire, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle, mais je pense qu'on a besoin vraiment de donner ça, de donner le moyen d'avoir cette éducation, que les profs puissent transmettre cette flamme. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je suis astrophysicien, c'est parce que j'ai rencontré pour l'anecdote, j'étais à Brest, j'avais un prof qui était un petit peu alcoolique. Il paraît que c'est un pléonasme à Brest. Mais qui a un cours nous a fait, c'est génial, il partait dans tous les délires, mais il expliquait que les accélérateurs de particules, on pouvait recréer l'état de la matière au moment du Big Bang, et j'ai trouvé ça génial, et du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et si j'avais rencontré un prof de biologie, pas forcément alcoolique, mais un prof de biologie qui me transmis cette passion, je serais peut-être devenu biologiste ou autre chose. On a vraiment besoin de ça, finalement. Enfin, je parle pour les sciences, mais je pense que toutes les personnes ici, si vous réfléchissez à où vous êtes aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez fait des rencontres de gens qui vous donnaient envie de faire quelque chose. Donc donnons les moyens au milieu enseignant de pouvoir le faire. En fait, je pense que c'est vraiment essentiel. On revient sur la transmission. En fait, il y a plein de profs aujourd'hui. C'est les vacances.
il y a quand même un vrai problème d'éducation des sciences en France, indépendamment de tout ça. Des sciences, il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins et ce qu'il n'y a pas en France. Par exemple, je connais pas il y a très peu d'œuvres de science-fiction qui sont au programme du lycée, alors que vous regardez à l'étranger, c'est complètement commun, quoi. En fait, tu as très bien résumé tout à l'heure en disant le problème, c'est que la culture scientifique ne fait pas partie de la culture. C'est vraiment tout le problème. J'ai une amie journaliste scientifique qui dit toujours le jour où on trouvera la science, non plus dans la rubrique science des journaux, mais dans la rubrique... dans les autres rubriques, on aura gagné, en fait. Le problème en France, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est un problème franco-français. Et le problème, c'est que les décisions qui doivent être prises par les politiques doivent être prises donc par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la science. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces anecdotes où on demandait... alors pour ne pas le citer, il y avait au moins Xavier Darcos, en tout cas à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, on lui demandait de faire une règle de 3. Et alors, il n'a pas su la faire, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que, en gros, il a répondu en disant, mais ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça donne vraiment une idée du rapport que peuvent avoir nos dirigeants, quels qu'ils soient, vis-à-vis de la science. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer. Et pour revenir à ça, les moyens pour les professeurs, je trouve ça très important et on peut le voir aussi dans les différents pays. En fonction des moyens qu'on donne à l'éducation, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Par exemple, dans les pays du Nord, tels que le Danemark, alors, ils n'ont pas tous les moyens qu'ils aimeraient avoir, parce qu'ils sont aussi en train de demander plus de moyens, mais on va s'ouvrir à plus d'autres choses. Par exemple, la science de l'empathie est étudiée dès la maternelle. Il y a des choses qui se font, il y a beaucoup moins de harcèlement, il y a aussi un mieux vivre ensemble, il y a beaucoup plus on va apprendre d'autres connaissances, des façons différentes, on teste de nouveaux moyens de transmission qui ne sont pas toujours faciles à tester. Moi, j'ai beaucoup fait de rencontres avec des enseignants dans des stages d'enseignants et souvent les enseignants sont démunis parce que leur stage, quand ils font des stages, c'est sur leur temps scolaire, donc il faut qu'il y ait un remplacement, mais il n'y aura pas de remplacement, donc est-ce que je laisse ma classe, est-ce que je vais en stage? Un stage, c'est quand même fou, et donc souvent, certains ne vont pas faire des stages pour pouvoir avancer. Il y a aussi ce problème de formation dans l'enseignement. Il y a aussi un péril, on parlait tout à l'heure de mode en sciences, donc la mode du moment c'est l'IA. En me renseignant pour trouver des choses à dire dans cette table ronde, je suis tombée sur un article et j'ai appris que le plus gros établissement d'enseignement supérieur en Allemagne s'appelle la International University. Il y a 100 000 étudiants. C'est une école qui est répartie dans 40 villes différentes et qui base tout sur la visio, l'IA, le chatbot. Et donc leur argument, c'est de dire oui, est-ce que vous saviez que les étudiants posent 5 fois plus de questions à un chatbot qu'à un enseignant humain? Alors, ils disent pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de poser des questions à des humains, ou est-ce que c'est parce qu'il faut demander 5 fois à un chatbot pour qu'il donne une réponse satisfaisante? On ne sait pas. Mais il faut savoir que c'est donc une université dans laquelle il n'y a pas de limite d'étudiants. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour s'inscrire. Il suffit de payer. Ah oui, il suffit de payer. C'est plus cher que l'éducation publique, évidemment. Et donc c'est une université, enfin un établissement qui est détenu par une holding britannique qui vient de racheter 2 établissements, 2 universités privées à Londres et au Canada, et qui ambitionne de devenir la première université au monde en nombre d'étudiants. Donc voilà, on parlait de ces enseignants qui donnent des vocations. Est-ce qu'une IA pourra donner une vocation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en dit beaucoup sur en fait, quel modèle d'éducation on veut pour le futur. Voilà. Parce qu'on on peut parler de connaissances comme d'un bloc autonome qui flotterait au-dessus, mais en fait, non, tout ça s'inscrit évidemment dans un projet de société, un programme politique. Et quand on voit ce genre de démarche, ça... voilà.
avec en plus, imaginons à côté de ça, un parcours dans l'éducation publique qui se complique pour les étudiants et la porte est ouverte pour ce genre d'établissement, quoi. Oui, mais l'accessibilité est vraiment encore plus compliquée là. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de décrire le système universitaire américain. J'ai travaillé aux États-Unis à Cornell et les enseignants me disaient en fait c'est un endroit où on paye pour étudier et finalement les étudiants disent j'ai payé donc je dois avoir mon diplôme. Et malheureusement on est petit à petit en train de copier le système universitaire américain et c'est en fait pour moi l'université ça doit pas être quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est quelque chose qui crée et partage du savoir. Et malheureusement dans le système actuel on est vraiment de plus en plus en train de créer ça parce que les chercheurs aujourd'hui c'est assez symptomatique. C'est on a des prix en tant que chercheur de l'excellence dans les universités. Et je me suis rendu compte que les prix aujourd'hui n'étaient pas donnés que pour les gens qui faisaient des découvertes, mais c'était donné pour les gens qui trouvaient des financements. Et je trouve que c'est vraiment un problème parce qu'on dit tiens, tu as eu un prix d'excellence parce que tu as eu un financement de 3 millions d'euros. Moi je pense que le système marcherait mieux le jour où on donne des prix d'excellence quand les gens ils ont fait des découvertes en fait. Ouais, totalement. Alors on va laisser maintenant la place au public, parce qu'il reste pile poil un quart d'heure. Alors si le public a des questions, je vois des mains levées, les micros vont arriver et on va pouvoir discuter avec le public. Ok, bon, je vais commencer. Du coup, on a parlé de protéger, de partager le savoir. Et moi, j'aimerais vous poser une question sur le fait de protéger et partager le futur. Notamment en parlant des travaux de Anne Morwen Passier, qui est une docteure en sciences de la Terre et chercheuse en géologie et hydrologie. Mais ce que je vais parler, c'est pas explicitement de ses publications, c'est plutôt de son engagement pour le futur. Donc c'est une personne qui est militante auprès de Bassine Non Merci des soulèvements de la Terre, et du coup qui se bat aujourd'hui à légitimer du coup le travail d'autres militants militantes, donc notamment à Sainte-Soline, mais on l'a retrouvé sur d'autres conflits plus récemment. Du coup, ma question, c'est aujourd'hui, quelle forme d'engagement pourraient prendre les chercheuses et le monde de la science de manière générale pour en retrouver davantage dans la rue lors des manifestations ou lors de ce conflit pour protéger nos futurs? Moi, j'ai juste... ça n'engage que moi, mais pour moi, la science n'est pas apolitique. La science est politique, et quand on est dans cette urgence climatique, économique, socio-économique, quand on voit que personne ne lit les rapports du GIEC, que personne n'applique les recommandations des scientifiques que lorsqu'il s'agit de juste construire une autoroute, je ne suis pas étonnée, je pense qu'il y aura de plus en plus de scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, tous les personnels de recherche qui vont avoir ce sentiment d'urgence à se mobiliser, à avoir des actions en dehors de leurs murs, de leurs labos, ou même en dehors de toutes les préconisations qu'ils peuvent donner, toutes les leçons qu'ils pourraient donner à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour se faire entendre. Est-ce qu'ils seront entendus? Ça, c'est encore une vaste question à laquelle je ne suis pas forcément très optimiste, mais je suis à peu près convaincue qu'on verra de plus en plus de scientifiques s'engager, prendre position et demander à ce que de plus en plus prennent position, en effet, oui. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur cette question du solutionnisme technologique. On attend beaucoup des scientifiques aujourd'hui. Ils ont beaucoup de place, ils ont une place sur les plateaux télé, etc. Mais on ne les écoute pas pour autant. Voilà, donc ça montre bien que en fait, la solution ne va pas venir des scientifiques. Elle va pas venir des scientifiques seuls. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des mouvements de la société civile, comme les soulèvements de la Terre, qui existent et qui font du bruit. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on veut les interdire, parce qu'ils essaient de faire quelque chose. Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire tout à l'heure. Il ne faut pas attendre la solution des scientifiques. En fait, c'est tout le monde qui doit trouver des solutions. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour trouver des solutions à ce qui nous attend. Voilà. Moi, pour rebondir et pour répondre à cette question, je vais citer paraphraser un ami qui s'appelle Christophe Cassou, qui est co-auteur du GIEC, qui est quelqu'un que j'admire profondément, qui se bat depuis des années pour faire prendre conscience aux gens du problème climatique. Il a fait le train du climat,
Et là, récemment, le premier jour de la députation, donc quand les députés sont arrivés, il a formé les députés, donc il était dans une tente, je suis allé avec lui devant l'Assemblée nationale, et il disait ce jour-là, je me rappelle très bien de son discours, il dit « Je fais ça parce que je me dis, peut-être que les députés, nos politiques prennent des décisions parce qu'ils sont mal informés. Peut-être qu'ils sont malveillants, peut-être qu'ils sont mal informés. » Et il y a une semaine, il a publié un truc, pour lui c'était clair maintenant il sait que les députés sont informés. Donc je vous laisse savoir la conclusion, mais et du coup, à partir du moment où on se rend compte que les scientifiques montrent clairement ce qu'il faut faire et qu'on n'écoute plus les scientifiques, c'est non seulement les scientifiques doivent faire en sorte de faire changer les choses, mais ça appartient aussi à la société civile. Et en tant que scientifique, on est humain aussi, et on est conscient, on a peut-être même plus conscience du problème que les autres personnes, parce que on a les clés scientifiques pour comprendre les problèmes, et donc c'est vraiment important de s'impliquer et de faire en sorte que les gens réagissent, parce tout à l'heure je parlais de défis, je ne les ai pas nommés, mais évidemment je pense qu'on est face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose que j'aime bien dire aussi, je trouve hallucinant, deux choses. Je suis astrophysicien, et c'est quand même hallucinant quand on y pense de se dire qu'on est le fruit de 13,8 milliards d'années d'évolution. Chaque atome qu'il y a sur cette table, en nous, a été soit formé quelques minutes ou quelques secondes après le Big Bang, soit il y a 4,6 milliards d'années dans une étoile qui est morte. C'est hallucinant déjà. Mais est-ce que c'est pas plus hallucinant de se dire que le cerveau humain, enfin l'intelligence collective humaine, a permis de se rendre compte de ça? Donc l'intelligence collective humaine, elle a une force incroyable. Elle nous permet de nous rendre compte de choses incroyables. Et aujourd'hui, on est face à un défi énorme. Et il faudrait qu'on arrive à mettre, chez mon côté bisounours peut-être ou optimiste, si on arrive à se mettre ensemble, à faire travailler notre intelligence collective, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui prend des décisions, c'est pas vraiment l'intelligence. Et je vais pas encore parler de Pascal Praud. Mais J'aimerais juste rebondir là-dessus sur la question de la prise de conscience écologique. Il n'y a pas de prise de conscience écologique, en fait, aujourd'hui. Depuis le début de la révolution industrielle, il y a toujours eu des gens pour dire on ne veut pas de cette usine, ça fait des maladies, ça fait de la pollution. Donc, le problème, ce n'est pas la prise de conscience, c'est de comprendre qu'en fait, depuis tout ce temps, on a des désinhibitions qui font que on sait qu'on détruit, mais on le fait quand même. C'est juste cette petite chose que je voulais rajouter. Et en tant que physicien, rappelez quand même que c'est pas possible d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. Ça me semble tout con. A priori, c'est pas compliqué à comprendre, mais vous dites ça aux économistes, leurs problèmes, leurs modèles, ils vont bugger. Donc c'est un gros souci. Et je voulais juste ajouter aussi l'apport des sciences sociales, qui sont une science également qu'il ne faut pas oublier, qui décrit très bien notre monde et qui ne sont pas plus écoutées que les astrophysiciens, les écologistes et n'importe quel scientifique un petit peu en ce moment, tant que vous n'avez pas le mot IA, a priori, dans vos recherches. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on voit de plus en plus de scientifiques s'orienter vers le militantisme, ça c'est clair. Ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les genres, au sens où la science a un rôle à jouer qui est... Enfin, le GIEC, ce sont les scientifiques. Enfin, sans le GIEC, on ne serait absolument pas conscient de ce qui est en train de se passer. Je rappelle que le GIEC, c'est 3 groupes. Le premier groupe, c'est les sciences dures, mais justement, les 2 autres groupes, c'est les sciences humaines. Donc, toutes les sciences sont importantes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voir, ça c'est le groupe 1, le groupe 2 c'est voir quelles vont être les conséquences pour tous, et le groupe 3, donc trouver des solutions. Donc les scientifiques sont importants, le militantisme c'est important aussi, et je pense que l'expérience qui s'est produite là, à l'Assemblée nationale, c'était vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'effectivement on pouvait vraiment se poser la question. En fait, on a un gros défaut en tant que scientifique, c'est qu'on est sûrement très bon en sciences, mais on est très mauvais en politique, en économie et ce genre de choses. On n'a pas la formation. De même d'ailleurs, que, comme on le disait, les politiques n'ont pas la formation scientifique. Mais je pense qu'on doit aussi un peu regarder de notre côté, quoi. Si on avait un peu plus de formation politique, on saurait peut-être plus ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses un peu plus efficacement, en fait. Une autre question ? Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur un truc qui a été un peu évoqué en filigrane pendant cette table ronde. Est-ce qu'au final, avant de commencer à parler
on va dire, je dirais de hard skills, faudrait pas commencer, et je parle dès la maternelle, par enseigner plutôt les soft skills, de la communication, de l'empathie, savoir aller chercher une information quand on ne l'a pas, parce qu'au final, si on a déjà cette base-là, tout le reste, ça sera beaucoup plus simple de l'acquérir, que ce soit au cours de ses études ou sur son temps propre à côté. Moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire les deux. Je pense, je veux pas. Bien sûr, on parlait, à la maternelle, il y a certains pays où la philosophie est enseignée, etc. C'est évident que ça apporte une certaine manière de réfléchir sur ce qu'on est, etc. Et ça va de pair avec. C'est cette notion de réflexivité en fait qui va avec les sciences aussi, comme on a dit tout à l'heure, que il faudrait étudier plus l'histoire des sciences. En fait, il faudrait. Ouais. Les deux, je vois pas, sont pas opposés surtout. C'est ça en fait. Il faut arrêter d'opposer. Science et je sais pas le reste. Il n'y a aucune raison de ne pas enseigner les sciences à la maternelle. C'est fait partout, à part en France, en fait. Donc, il y a des musées, dès 2 ans, on a des activités scientifiques pour les enfants. Donc, de ce point de vue-là... par contre, moi, je suis complètement d'accord avec la remarque. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être on ne l'a pas bien dit, mais enseigner la démarche, c'est plus... la démarche scientifique et aussi la démarche pour trouver l'information. On a parlé un petit peu quand on parlait des réseaux sociaux, on l'a dit aussi un petit peu en filigrane. En fait, c'est très facile de mal utiliser les réseaux sociaux et de rester entre soi, finalement. L'important, c'est justement d'aller au-delà de faire une recherche. En fait, je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout un réseau social, mais c'est dans la vie réelle. On a organisé un festival de physique à Lille dans les années 2005, de 2005 à 2010. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 2 ans que dans le festival, on voyait toujours les mêmes têtes. C'était toujours les mêmes qui revenaient. Et du coup, on a arrêté de faire de la com. On s'est mis sur la place de la République à Lille, donc une grande place de Lille. On n'a pas fait de com. On s'est mis sur un endroit où les gens passaient. Et on a eu autant de monde qu'avant. Mais par contre, c'était plus les mêmes têtes. C'était des gens qui passaient simplement par hasard, qui entraient pour 5 minutes et qui restaient 2 heures, parce que quand même, quoi qu'on dise, la science c'est passionnant. Et donc, quand on y est confronté, on a envie de rester plus longtemps. Et sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça, sauf que c'est beaucoup plus difficile de toucher le passant, quoi, la personne qui fait que passer. Et c'est tout l'enjeu en fait de cette remarque, apprendre à chacun d'aller chercher l'information qui n'est pas forcément celle qu'il attend et celle qu'il cherche, mais en gros aller vers l'autre, quoi. Et finalement c'est ça l'empathie, c'est aller vers l'autre et chercher à le comprendre. Alors il y a l'empathie qui est vers l'autre, il y a comprendre, et ça, il y a par exemple, le Danemark le fait très bien au niveau de la maternelle. Je pense qu'il y a une grosse problématique sur les moyens qu'on donne aux enseignants. Moi, j'ai fait des stages pour enseigner la démarche scientifique à des enseignants de primaire, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants de primaire qui n'ont pas fait d'études de sciences, qui ont fait des études de lettres, c'est pas du tout un problème, et qui n'avaient pas forcément cette démarche pour eux-mêmes l'inculquer, et à travers cette démarche, apporter d'autres notions, que ce soit des sciences dures ou des sciences plus molles, que ce soit des sciences philosophiques aussi. On peut très bien aborder ça avec les enfants, mais il faut aussi se sentir légitime de les aborder, donc à avoir fait des formations, et ça, c'est des fois compliqué pour les enseignants aujourd'hui. Et avoir le temps, avoir des classes qui ne sont pas surchargées, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en classe surchargée. Il y a beaucoup d'autres problématiques dans les classes. Ça, je ne vais pas en débattre aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être revoir le fonctionnement de l'éducation, les programmes scolaires, la formation des classes. Et peut-être comme ça, on pourrait aussi revoir après les savoirs qu'on peut apprendre aux nouvelles générations. Il me reste une question. S'il y a quelqu'un qui a une question, je ne sais pas où est le micro. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Ce que j'ai entendu, c'est transdisciplinarité, c'est organicité du savoir dans l'interactivité, c'est la marche erreur, la possibilité d'être dans l'erreur. Moi, je pose la question aujourd'hui dans un monde qui finalement est organisé autour du silicium et où finalement l'humain se cache derrière l'interface, avec tous les impacts que ça peut avoir au niveau environnemental, sociétal, etc. Aujourd'hui, quelle est la place de
éventuellement dans des sociétés qu'on dit primitives, mais qui laissent large place à l'oralité et à cette interactivité et à une interface humaine, j'ai envie de dire charnelle, presque poétique demain. Est-ce que ce savoir ne doit pas être réenchanté à travers quelque chose de beaucoup plus organique, plus humble, surtout au regard aujourd'hui d'un silicium et dont la connaissance est intégrée. Aujourd'hui, elle n'est pas produite, enfin, quoique à bien des égards, de plus en plus, Google et autres font des découvertes assez extraordinaires. Mais par rapport à ce monde qui nous attend, quelle est vraiment cette place des savoirs du futur et comment ils vont être... alors, on en a parlé, hein, bien évidemment, ici, mais par rapport à ce silicium qui prend de plus en plus de place, par rapport à cette... aller en avant, comme ça, quelle va être la place de cette interactivité humaine et est-ce que réellement encore la guerre n'est pas perdue d'avance ? Clairement, pour l'instant, la pente a l'air descendante, enfin montante, je ne sais pas. En tout cas, elle est raide. Ouais, elle est raide. Mais je pense que une expérience collective comme l'épidémie de Covid a quand même montré que malgré tout ce qu'on dit sur ah là là, on passe trop de temps sur les réseaux, etc. Ce dont on se souvient de cette période, c'est de la souffrance à être isolé de ses pairs. Et d'ailleurs, aussi le fait d'aller contre la réglementation et de sortir quand même et d'aller quand même voir ses amis, même si on sait qu'on va peut-être être contaminé ou contaminé, ça nous montre bien que le contact humain a de l'avenir, je pense. Sur cette belle parole, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention.